Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite les titres au sommaire de ce journal. Le Premier ministre Amadou Koulibaly est à Washington, aux États-Unis. Il a été reçu ce jeudi au département d'État américain par le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Une rencontre en marge des assemblées annuelles FMI, Banque mondiale, des assemblées auxquelles prend part la Côte d'Ivoire. Et un autre cadre de coopération, 12 villes de la Côte d'Ivoire bénéficieront bientôt de l'eau potable grâce à un financement de la Chine à hauteur de 157,9 milliards de francs CFA. Un accord de prêt a été signé ce jeudi entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine pour la réalisation de ce projet en adduction en eau potable. Et l'enseignement militaire supérieur ouvre sa première école de guerre, la première de la Côte d'Ivoire. L'objectif visé est de préparer des officiers supérieurs à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors organiques d'armée et interarmées. Bienvenue dans ce 23h. La Côte d'Ivoire prend part aux assemblées annuelles FMI Banque mondiale qui se déroulent en ce moment à Washington aux États-Unis. Le pays est représenté à ses assises par le Premier ministre Amadou Koulibaly et au lendemain de son arrivée sur le sol américain, le Premier ministre ivoirien a été reçu au département d'État américain par le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. C'est une rencontre au titre de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire qui a fait le point sur les progrès réalisés dans la lutte contre le travail des enfants, mais aussi concernant le climat social. Le compte-rendu d'Adama Koné. C'est un Premier ministre visiblement heureux qui est sorti de plus d'une heure d'échange au département d'État américain. Bonne note pour la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la question du travail des enfants. Nous n'avons pas eu besoin d'être long en ce qui nous concerne, puisque le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines avait déjà reçu la première dame de Côte d'Ivoire, qui avait expliqué toutes les initiatives qui étaient prises par elle-même, par le gouvernement, pour régler ce problème définitivement de notre pays. Et ce que j'ai entendu du sous-secrétaire d'État concernant l'entretien qu'il a eu avec la première dame est extrêmement réconfortant. Il a indiqué qu'elle a été totalement convaincante, que son engagement était absolument visible pour la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture, et qu'ils en ont été convaincus. Et d'ailleurs, ces jours-ci, il y a eu une publication du département du travail au niveau des États-Unis qui indique que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes sur ce sujet. Ce qui est la reconnaissance, je dirais, implicite, ou je dirais même explicite, du travail effectué par le Comité national de surveillance, présidé par Madame la Première Dame et par tout le gouvernement ivoirien. Deuxième motif de satisfaction du chef de la délégation ivoirienne, l'état de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Nous avons ensuite évoqué les relations de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du MCC, que ce soit au niveau de l'AGOA, pour nous satisfaire de la qualité de cette relation entre nos deux pays. Nous avons après évoqué les problèmes au niveau de la sous-région, les problèmes de sécurité. Nous avons échangé sur les voies et moyens pour permettre de venir au bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Des perspectives, il en a également été question lors de l'entretien du département d'État américain. J'ai noté une grande sérénité du département d'État par rapport à l'avenir de notre pays. Une grande confiance du département d'État par rapport à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Une assurance que les chiffres économiques de la Côte d'Ivoire sont parlants, mais aussi que l'avenir politique du pays est garanti. Comme on le voit, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale à Washington sont aussi l'occasion de renforcer la coopération bilatérale entre les États-Unis et les pays participants.
Je vous annonçais dans les titres, les populations de 12 villes de la Côte d'Ivoire auront bientôt accès à l'eau potable et cela grâce à un financement de la Chine à hauteur de 157,9 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Chine ont signé dans ce cadre ce jeudi un accord de prêt et près de 3 millions de personnes sont concernées par ce projet d'adduction en eau potable. C'est un des grands pans d'action du programme social du gouvernement dont nous parle Kolo Koulibaly. La Côte d'Ivoire, c'est une croissance économique forte et surtout soutenue. Le gouvernement veut alors renforcer l'impact de cette bonne santé de l'économie ivoirienne sur les populations. L'adduction en eau potable est l'une des priorités du plan social du gouvernement, d'où cette signature d'accord de prêt de 157,9 milliards de francs CFA entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le projet d'alimentation en eau potable de 12 villes à l'intérieur du pays, considéré comme le gouvernement ivoirien comme projet prioritaire, a obtenu le soutien du gouvernement chinois, qui a mis son accord pour la mise en œuvre du projet avec des prêts préférentiels. Ce projet consiste à amener de l'eau des fleuves dans la banlieue des 12 villes. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, entouré des ministres de la Santé et de l'Hydraulique, s'est réjoui de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, un partenaire sur qui le pays peut s'appuyer pour son développement, un développement mis en œuvre avec un accent cette année sur le social. Avec ce prêt, ce sont 3 millions de personnes qui auront de l'eau potable dans 12 villes de l'intérieur du pays. Taloua, Boisflé, Touba, Odiéné, Boundiali, Séguéla, Mankono, Sassandra, Grand Laou, Divo, Katiola et Tanda. La mise en œuvre de ces accords constituera, j'en suis persuadé, un important accompagnement de la politique sociale initiée par le gouvernement ivoirien pour la période 2019-2020 en vue de renforcer l'impact de la croissance économique sur les populations les plus défavorisées, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et d'autres infrastructures de base. C'est le lieu de saluer le dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine qui ont été portées au niveau de partenariat stratégique global. La Côte d'Ivoire souhaite maintenant pouvoir accueillir prochainement le président de la République populaire de Chine. Une invitation dans ce sens a été adressée aux autorités chinoises. La Côte d'Ivoire et la Chine ont également signé la 3e phase de l'assistance technique à l'hôpital de Gagnoa, fruit de la coopération sino-ivoirienne. Cela en vue d'assurer des soins de qualité aux populations de la région. Parlons à présent de ce projet déjà réalisé. L'armée de Côte d'Ivoire dispose désormais de sa propre école de guerre. La première promotion est composée de 15 stagiaires et le tout premier cours d'études supérieures de défense est déroulé dans l'enceinte de l'école des forces armées de Zambakro en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, suivant ce reportage de Kader Sogodogo. Je déclare ouvert le cours d'études supérieures à l'école de guerre à Zambakro. Des propos du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui feront certainement tâche d'huile. Un moment historique dans l'histoire de l'armée en Côte d'Ivoire. L'école de guerre est désormais effective. Cette école projette la Côte d'Ivoire dans le cercle restreint des pays disposant d'une formation complète pour son armée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire entre dans le cycle fermé des nations dont les forces armées disposent en interne d'un cycle complet de formation des officiers. Depuis la formation initiale jusqu'à l'Institut d'études stratégiques et de défense, en passant par le perfectionnement et les brevets d'enseignement militaire supérieur 1 et 2. Cette première promotion est composée de 15 stagiaires, dont 11 Ivoiriens, 2 Béninois, un Camerounais et un Sud-Africain. L'objectif visé par le cours d'études supérieures de défense est de préparer des officiers supérieurs à commander de grandes unités et à exercer des responsabilités dans les états-majors, dans les organismes ministériels et interministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité. La conférence inaugurale a eu pour thème la maîtrise de la guerre, une constante dans l'histoire de l'humanité. La première chose pour laquelle on doit maîtriser la guerre, et la première chose pour laquelle, depuis l'humanité, on a cherché à maîtriser la guerre, c'est d'abord pour la paix. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut connaître la guerre
pour mieux préparer la paix. La Côte d'Ivoire continue sa marche vers le développement. Nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes très concernés par ce qui se passe dans le Sahel. Parce que si on n'arrive pas à stopper ce mouvement, mais notre pays sera en front line avec cette situation de quelques années. C'est une réalité, c'est une évidence, c'est une pression qu'on voit, qu'on sent. Donc on a besoin aussi de cadres pointus, militaires, qui puissent nous dire aujourd'hui, voilà ce qu'il faut commencer à faire. Parce que forcément, dans un an, voilà les problèmes qu'on va avoir. Dans 2 ans, voilà les problèmes qu'on va avoir du fait de la situation. Et on regarde bien l'évolution. La première promotion recevra son diplôme de fin de formation en juillet 2020 après 10 mois de formation à l'école des forces armées de Zambakro. Pour cette école de guerre, la Côte d'Ivoire et la Fondation Konrad Adenauer ont signé un protocole d'accord qui va permettre de financer la formation. Et puis l'armée de Côte d'Ivoire, celle qui est opérationnelle, effectuait un entraînement hier à Yamoussoukro, une opération baptisée Toucan 2019. L'exercice mettait en situation 392 hommes de l'armée ivoirienne. Ces corps habillés étaient face à une simulation de prise de l'aéroport par une milice étrangère. Les capacités réactionnelles des soldats ivoiriens ont été évaluées. C'est une préparation sécurité-défense qui est rapportée ce soir par Kader Segodego. L'aéroport de Yamoussoukro est aux mains d'une milice d'un pays voisin. L'espace territorial ivoirien est donc violé et annexé par l'ennemi. Une milice lourdement armée, équipée de 14-5. Ces hommes, armes en poing, paradent à l'aéroport. L'armée de Côte d'Ivoire entre en guerre. L'opération de reprise de l'aéroport est lancée. Elle est baptisée Toucan. Le chef d'état-major, général des armées, à la tête met en place un PC crise. Le message est unique. Il faut reconquérir cet espace territorial au prix de sa vie. Les hommes sont engagés. 392 au total. 5 vecteurs aériens composés de 2 Mi-24, un Mi-17, un Antonov et un Casa 295. Une cinquantaine de véhicules tactiques militaires. Le soutien pétrolier est l'affaire d'une dizaine de camions-citernes. Pour le combat, les éléments des forces spéciales sont héliportés. Ici commence le renseignement dont se servent les fusiliers commando de l'air, FUSCOA, pour traiter les positions ennemies. Bombardement avec des Mi-24. Les troupes progressent au sol. Tir de AK-47 et de Tavor. Il y a de l'action. Il y a du feu. Les positions ennemies tombent une à une. Un premier corridor de sécurité est établi dans le périmètre de l'aéroport. Après ratissage, FUSCOA. L'infanterie atterrit avec un Casa 295 et un Antonov. Le deuxième périmètre sécuritaire se dresse. Objectif atteint. L'aéroport est libéré et sécurisé. Bien entendu, ceci était un exercice. Ces exercices s'inscrivent dans un cadre de planification annuelle. Il est important pour nous aujourd'hui, au regard de notre contexte sous-régional, de bien préparer nos hommes, d'accroître leur aptitude opérationnelle. Une chose est d'acquérir les moyens, une autre est de savoir les utiliser, surtout dans le cadre d'une mutualisation. Aujourd'hui, il s'agissait d'un exercice à dominante air. Avec les nouveaux aéronefs acquis, il y a une amélioration. L'exercice que nous venons de faire n'a en rien perturber le déroulement normal de toutes les activités qui avaient été prévues dans la ville de Yamoussoukro. L'ensemble des troupes retenues pour l'exercice provient d'Abidjan. Le NDI, National Democratic Institute, réaffirme son soutien à la CEI, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Les responsables des deux institutions, Ibrahim Koulibaly-Cuibière et Kevin Adomayakpor, ont passé en revue l'appui technique apporté par le NDI à la CEI. La rencontre a eu lieu hier, mercredi 16 octobre, c'était au siège de la commission électorale indépendante ici à Abidjan, à Cocody. Le point de la rencontre avec Moussa Konaté. Code de bonne conduite en période électorale, acceptation des résultats issus des urnes, déploiement d'équipes d'observation. Des sujets abordés à cette rencontre entre le National Democratic Institute et la commission électorale indépendante. Après avoir fait le point de leur collaboration, le NDI réaffirme son soutien à la CEI
pour l'organisation des futures échéances électorales. Nous avons eu l'opportunité de discuter ensemble d'un certain nombre de points qui sont, je dirais, des points traditionnels de collaboration entre le National Democratic Institute et la Commission électorale indépendante. Nous avons donc passé en revue ces différents points de collaboration et nous en sommes sortis très satisfaits. Et nous sommes donc venus renouveler l'expression de notre gratitude et vraiment notre disponibilité à accompagner le nouveau cycle électoral 2020 en Côte d'Ivoire avec toute notre expertise aux côtés de la société civile, mais aussi aux côtés de la Commission électorale indépendante. Le directeur pays du NDI a transmis ses encouragements au nouveau bureau de la CEI conduit par Ibrahim Koulibaly Kuibier. Parlons à présent de cohésion sociale. 135 Ivoiriens, dont 71 enfants exilés au Mali, sont de retour en Côte d'Ivoire. Ils ont regagné hier le pays en passant par Pogo et Korogo. 135 réfugiés ivoiriens basés au Mali. Ils ont été accueillis par les autorités régionales de Pogo et de Korogo. C'est un retour volontaire possible grâce à l'entremise des autorités ivoiriennes, maliennes, mais aussi du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. À Mississauga. Je voudrais vous dire bonne arrivée. Vous êtes les bienvenus chez vous. Mercredi 16 octobre, 14h30, poste frontalier de Pogo. Retour au bercail de 135 réfugiés ivoiriens après 8 années d'exil au Mali à la faveur de la crise de 2011. Ils sont accueillis ici par les autorités du département de Wongolo. 15h, cap sur Korogo pour les formalités administratives. Ce n'est qu'à 19h qu'ils arrivent enfin au centre culturel de Korogo où le traditionnel Fotamana bienvenue en ce nouveau leur est réservé par les autorités administratives et politiques. Ce convoi en provenance de Bamako compte 71 enfants, 35 femmes et 29 hommes. Pour eux, ce retour sur leur terre natale était un véritable soulagement. J'écoutais les informations. Je vois que la Côte d'Ivoire est en train de prospérer. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé de rentrer, parce qu'on est mieux chez soi. Ce rapatriement volontaire intervient dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord tripartite signé en août 2012 entre la Côte d'Ivoire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, et le Mali. Une personne qui arrive ici, il reçoit au maximum 325 000 francs pour qu'il puisse vivre décemment. Je ne dis pas que c'est une grande somme qui va l'aider à passer une année dans de très bonnes conditions, mais c'est pour l'accueil. Nous allons nous assurer que tous ces enfants ont des extraits d'acte de naissance, donc qui ont été déclarés dans leur localité de naissance, de telle sorte que nous puissions récupérer les extraits d'acte de naissance, les faire transcrire auprès de notre ambassade au Mali, pour que ces enfants puissent avoir des extraits de naissance ivoiriens. Et par la suite, pour que ces enfants-là puissent être intégrés dans le cursus scolaire ivoirien. Il reste encore 586 réfugiés ivoiriens au Mali. Au total, sur 300 000 réfugiés ivoiriens dénombrés, 278 000 sont déjà rentrés. Il ne reste plus que 22 000 selon le HCR. Le mandat de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO a pris fin avec la 207e session du conseil exécutif de cette organisation onusienne qui se tient à Paris depuis le 9 octobre dernier. C'était l'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, de faire le bilan du pays. Elle a cité entre autres le programme post-conflit dont a bénéficié le pays, le soutien à l'alphabétisation, l'inscription de la danse Zaouli au patrimoine mondial et l'organisation de la 6e édition d'Afrimab à Abidjan, aussi l'accord pour la création de l'école de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. En Côte d'Ivoire, dans la commune d'Atekoubé, la mairie annexe du village de Santé est désormais en service. Cette annexe de la mairie de la commune a été réalisée dans le but de rapprocher l'administration des populations. Les ministres Vagondo Diomandé et Dan Opoulin étaient présents à la cérémonie d'inauguration de ce centre administratif. Éric Goré. Les populations du village de Santé ont pris d'assaut les nouveaux locaux de la mairie annexe d'Atekoubé. Dans ce champ pour saluer cette action de développement. Fini les difficultés
pour faire les déclarations de naissance ou encore se faire établir un document administratif. On avait beaucoup de difficultés en partant déclarer les naissances. Souvent, il y a des femmes même que je connais bien qui ne faisaient pas de déclaration parce qu'elles se disaient que c'était un peu loin. Elles sont là, elles remettent à demain, et ça dure. Et puis après, ça fait que les enfants n'avaient pas d'extrait. Parce que quitter chez nous, à Jérusalem, pour aller à Tékoubé derrière l'eau, vraiment c'est coûteux. Parce que tu vas prendre un baka, tu descends, le transport peut te faire facilement aller-retour 1000 francs. Aujourd'hui, à un pas de chez nous, on peut se rendre facilement à la mairie à Nest. L'édifice a été inauguré par les ministres Vagondo Diomandé et Dao Paulin. Un édifice qui s'inscrit dans le prolongement de la politique du gouvernement ivoirien de rapprocher l'administration des populations. Je considère que le premier contact de l'État avec les citoyens commence par son inscription à l'état civil. Une mairie annesque qui comprend un service technique, un service d'état civil, une régie et le bureau du maire. Nous sommes la commune famille. Et la commune famille suppose un contact permanent avec nos populations. C'est pourquoi la municipalité assurera ici une permanence du lundi au dimanche. Parce que nous avons construit un préau. Ce préau doit permettre aux populations d'avoir la possibilité de se réunir, d'organiser des mariages, de toute forme de rencontre. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, des dons ont été faits par la mairie d'Atekoubé aux personnes handicapées pour leur permettre de se déplacer facilement. Et parlons de santé à présent, la lutte acharnée contre le paludisme en Côte d'Ivoire enregistre depuis quelques années des résultats satisfaisants, mais le combat ne sera pas gagné jusqu'à la disparition totale de la maladie. Et pour renforcer la lutte, le projet EveTube a mené des actions dans 40 villages de la région de Béké et qui ont fait reculer le nombre de cas de 38%. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Dans le cadre du renforcement des différentes activités de lutte contre le paludisme, l'Institut Pierre Richet de Boaké, centre de recherche de l'Institut national de santé publique, expérimente un nouvel outil de lutte antivectorielle contre les moustiques devenus résistants aux insecticides conventionnels. Il s'agit du projet EveTube, un cylindre traité d'insecticides et placé au bord des toits des maisons tuerait en masse les moustiques. Étant attiré par l'odeur de dormeur dans la maison et qui veut pénétrer dans la maison, se heurte à ce substrat traité et il succombe. Expérimenté dans 40 villages de la région de Béké, le EveTube a fait reculer le nombre de cas de paludisme de 38% selon les initiateurs. Dans une zone où les moustiques sont fortement résistants aux pyritonoïdes, qui est la matière active utilisée dans les moustiquaires imprégnés, les EveTube qui viennent en amont, en plus des moustiquaires imprégnés, réduisent près de 40% l'incidence du paludisme, des cas de paludisme chez les enfants de moins de 10 ans. Les résultats sont extrêmement intéressants au vu de ce qui se passe et surtout avec l'adhésion des populations. Le ministère de la Santé et l'hygiène publique prendra toutes ses responsabilités pour que cet outil soit mis à la disposition des populations. Réduction de 2 fois le nombre de moustiques dans les maisons et de risque de transmission de paludisme dans les villages dotés de EveTube. Des résultats présentés aux autorités et acteurs du système de la santé à l'Institut national de la santé publique dans la commune d'Adjamé. Malgré tout, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique dans notre pays, avec une prévalence hospitalière de 33%, d'où l'intérêt, bien sûr, de continuer la lutte. En invitant tous à la mobilisation pour la lutte contre le paludisme, pour qu'on puisse avoir une Côte d'Ivoire sans paludisme en l'an 2030, en faisant ce slogan de l'OMS qui est « Zéro paludisme commence par moi ». Le représentant de Eugène Aka-Aolé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, traduit la reconnaissance de la tutelle et souligne les efforts du gouvernement et ses partenaires qui ont fait passer la Côte d'Ivoire de 6e gros pourvoyeur de paludisme en 2015 à la 15e place en 2017. Parlons d'environnement à présent. Le parc national du Banco reçoit une dotation de 150 millions de francs CFA pour sa gestion. C'est un financement octroyé par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Cette contribution s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre la dite fondation et l'Office ivoirienne des parcs et des réserves, Grace Kando.
Pour la mise en place d'un guichet pour le fonds de dotation du Parc national du Banco, l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, signe une convention avec la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Un montant de 150 millions de francs CFA a été octroyé à l'OIPR pour financer les activités du parc. Ces financements issus de la Fondation viennent en complément du financement qui est octroyé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est ensemble que nous pouvons gérer les parcs nationaux. C'est un fonds de dotation, c'est un fonds qui va être placé et ce sont les intérêts qui seront générés par ce fonds-là qui vont être mis à la disposition du Parc national du Banco. Aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours au niveau du Banco qu'on appelle le projet de gestion intégrée des aires protégées, le projet APSI, qui prendra fin en 2022. Donc l'argent qui est placé aujourd'hui, en 2023, les intérêts vont être mis à disposition du Parc national du Banco. D'une superficie de 3438 hectares, le Parc national du Banco est le poumon vert d'Abidjan. Ces fonds serviront donc à assurer la surveillance du parc, à faire le suivi écologique et l'accompagnement des activités de recherche. Je voudrais engager l'Office ivoirien des parcs et réserves et la Fondation à poursuivre les efforts afin que notre pays continue de bénéficier de la confiance de ses partenaires et surtout de mobiliser davantage de moyens financiers pour assurer le financement des charges de gestion de l'ensemble du réseau des aires protégées de Côte d'Ivoire. De 2014 à 2019, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a octroyé à l'OIPR des subventions non remboursables d'un montant total de 4,67 milliards pour la gestion des 4 parcs nationaux. Dans le domaine des médias, la Société ivoirienne de télédiffusion IDT présente sa mutuelle. Cette association à but non lucratif devrait offrir aux agents les outils et conditions nécessaires pour leur bien-être. Le conseil administratif a été investi ce jour. Le compte-rendu de Serge Coléa. Thomas Guessambi, assistant du directeur général, est le président de MAIDT, la mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion. Contribution d'une mutuelle à la performance d'une entreprise, c'est autour de cette thématique que MAIDT entend bâtir sa stratégie. Nous sommes nés de la RTI et nous devons prendre notre destin entre nos mains. Donc cela voudrait dire que tout est à construire. Nous allons travailler sur l'épanouissement, le bien-être du travailleur. Et si le travailleur se sent bien dans sa peau, il va naturellement contribuer à l'essor de son entreprise. Nous sommes une jeune entreprise qui est chargée de déployer la télévision numérique terrestre à travers tout le pays. Et je pense qu'ils vont nous accompagner sagement en donnant de bons conseils aux agents. Le président de MAIDT et son équipe ont été investis par Mathieu Babodare, président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion. La TNT constitue un défi majeur. Et comme ces défis-là sont très préoccupants, nous pensons que nous avons besoin de notre personnel, de nos ressources humaines pour pouvoir parvenir à réaliser ces objectifs-là. La mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion a le soutien du ministre de la Communication et des Médias représenté à cette cérémonie. IDT a toujours été au cœur des décisions du ministère. Nous sommes présents au quotidien pour réussir la mission de IDT. Autour du directeur général Yeo Adaman, les quelques 150 membres de la mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion se disent prêts à relever les défis de l'entreprise. À Grand-Bassam, les dernières fortes pluies qui ont provoqué les inondations ont eu raison de la fête traditionnelle du peuple Nzima. L'édition 2019 de l'Abissa n'aura pas lieu à la date initialement prévue, mais 15 jours plus tard, c'est-à-dire du 3 au 17 novembre prochain. Franck Quadio pour en savoir plus. Abissa 2019, changement de date, prévu se tenir à partir du 20 octobre. Le rendez-vous culturel des rites et traditions Nzima, sud de la Côte d'Ivoire, aura finalement lieu du 3 au 17 novembre prochain. Le 3 pour la mise en retraite de l'Edongolé et le 10, la sortie effective de la danse et puis le 17, la fin de l'Abissa. Un report de 15 jours dû à la montée des eaux consécutives aux récentes pluies. Et ce quartier France, là où se tient l'Abissa chaque année, à Grand-Bassam.
Aujourd'hui, le quartier historique de Bassam, le quartier France est apparemment, avec la montée des eaux, il y a beaucoup de parties de ce quartier qui sont inondées, qui ont été donc touchées par les inondations. Une fête reportée, mais qui garde sa quintessence et ses innovations. Nos frères qui représentent des communautés fortes dans ce pays, qui viendront à l'Abissa. Et ça, c'est une innovation qu'on n'a jamais vue. Les instruments de danse de l'Abissa. Et l'innovation va consister à présenter ces instruments de danse pour que ces instruments qui donnent de la rythmique, qui donnent de la joie à toute la population, au peuple qui vient, ces instruments-là soient mieux connus au cours de l'Abissa. Abissa, une édition 2019 qui, selon le responsable de la commission Tradition et Culture, tiendra toutes ses promesses. Et un mot sur le Brexit pour terminer. Les négociateurs de l'Union européenne et du Royaume-Uni réunis à Bruxelles ont trouvé un accord sur le Brexit. Cet accord devra passer par les votes du Parlement européen et samedi prochain, le Parlement britannique devra aussi l'approuver. Mais cette étape s'avère difficile à jouer, notant qu'avec ce nouvel accord, le backstop est abandonné, mais l'Irlande du Nord devrait être alignée sur le régime douanier européen. Merci de nous avoir suivis. Demain, le 23h, vous sera présenté par Kolo Koulibaly. Passez une excellente fin de semaine et bonsoir à tous.